Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Arcordia Shipping et Lissa Lotto. Voilà, monsieur, bien le bonjour et bien le bonsoir. Bienvenue sur Métropole à l'heure de la rubrique Le Point. Cette génération connaît de nombreuses crises, notamment l'assassinat d'un président. Et cet assassinat vient, si vous voulez, à un moment où personne ne s'attendait, ou bien au moment où l'on s'y attendait, le moins s'il le faut. Mais à côté de l'assassinat du président Jovenel Moïse, qui laisse la population dans une peur totale, globale, s'il le faut, il y a le phénomène du kidnapping. Une autre crise vraiment sans précédent que nous vivons aujourd'hui, donc que vit cette génération. Mais notamment l'insécurité globale, plus précisément le kidnapping, qui est un phénomène. Pour l'éradiquer, il faut le comprendre. On va essayer de le comprendre, évidemment, avec le docteur Oristel Hippolyte, qui est psychologue social, mais aussi et surtout criminologue. Ce sont sur ces deux casquettes-là, ou bien c'est à travers ces expertises-là qu'on va le rencontrer, lui parler, mais à travers sa scientificité, essayer de comprendre le phénomène du kidnapping, qui est un élément de la criminalité globale, de l'insécurité globale dans une société, mais notamment en Haïti. Bonjour, bonsoir à vous tous et à vous toutes. Docteur Oristel Hippolyte, bonjour, bonsoir, bienvenue sur Métropole. Nous vous rappelons que nous vous recevons depuis le Canada. Merci de votre disponibilité. Bonjour Jean-Jules Desaugustes, bonjour à tous ceux qui nous regardent à travers le monde, que ce soit les internautes ou bien ceux qui nous regardent directement en Haïti, devant leur petit écran. C'est toujours un plaisir de participer à cette émission qui est une émission de très grande importance. Et pour moi, c'est une émission qui devrait passer, bon, c'est vrai que ça passe tous les jours, mais on va dire carrément toutes les heures, parce qu'il y a tellement de choses intéressantes qui se passent sur Métropole, surtout à l'émission Le Point. Donc, c'est toujours un privilège, mais aussi un plaisir d'être avec vous. Merci encore une fois de votre disponibilité. Vous êtes psychologue social, criminologue. Donc, comment comprendre dans une société, la criminalité de manière générale, mais avec nous, dans notre société, donc dans la société haïtienne, le phénomène du kidnapping? D'une manière générale, alors je vais citer quelqu'un, c'est Merton, qui disait que la criminalité varie avec les structures sociales. Donc, plus une société est organisée, plus les possibilités de combattre la criminalité sont grandes. En Haïti, particulièrement, ce qui se passe aujourd'hui, c'est dommage de le dire, mais c'est le reflet de notre société qui n'est plus structurée du tout parce que toutes les structures sociales sont cassées, institutionnelles sont cassées. Donc, on est dans une situation où c'est le mal qui devient le bien. Et c'est comme si tout est inversé. Voilà. Et aujourd'hui, on a une société qui est en proie à une criminalité sans égale depuis notre histoire, parce que c'est la toute première fois que Haïti connaît cette situation. Et très sincèrement, que ce soit les Haïtiens qui vivent en Haïti ou bien ceux qui sont à l'extérieur, l'impact, on le ressent de la même manière. C'est vrai que les actions criminelles possèdent, on va dire, il y a deux actions que ça possède, la criminalité. Il y a une action directe, qui est sur la victime, la personne qui subit directement la criminalité ou bien la violence, et une action indirecte, on va dire par ricochet, c'est sur les membres de la famille, les amis, les collègues, et dans un sens beaucoup plus large, la société contemporaine et future. Oui, et docteur, maintenant, ce que je voudrais vous dire, d'abord sur le plan familial, il y a de ces gens, de ces familles donc, qui sont totalement traumatisées après l'enlèvement de membres de ces familles-là. Aujourd'hui, comment est-ce que les familles devraient, sur le plan psychologique, là je fais rappel au psychologue que vous êtes, comment une famille devrait-elle s'en prendre à la suite de l'enlèvement de l'un de ses membres, et surtout que ce soit après le relâchement, la libération, mais aussi et surtout avant?
je pense qu'on y va un petit peu trop vite parce que, alors, j'aurais aimé d'abord qu'on essaye de comprendre d'abord le kidnapping et les différentes phases du kidnapping, à quoi ça conduit, et par la suite, on verra l'approche psychologique, ça veut dire tout ce qui concerne la prise en charge psychosociale, l'accompagnement psychosocial ou la prise en charge thérapeutique de la victime elle-même et le travail qui doit se faire au niveau de l'entourage. Méthode pédagogique. Alors, allons-y, pas de problème. Allons-y, pas de problème. Méthode pédagogique, allons-y, pas de problème. Voilà. Donc, si vous permettez, je voudrais signaler que le kidnapping se fait en 4 phases. Et il y a la phase de capturation qui est la première phase, et c'est la phase la plus brutale parce que c'est complètement brusque l'action et c'est fait de façon instantanée et du coup la personne panique. Donc ça c'est la première phase, la phase de capturation. Et au cours de cette phase, il y a aussi une certaine manière d'ajuster son comportement parce qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'on va se faire enlever. Donc, au niveau de cette phase, la première chose à savoir, c'est que tout comportement qui présenterait un danger ou une menace potentielle pour les ravisseurs, eh bien, ça peut vous coûter la vie. Donc, c'est déjà apprendre à ajuster votre comportement dès que vous vous sentez menacé, dès que vous comprenez qu'il s'agit d'un cas d'enlèvement. Donc, la façon d'ajuster votre comportement, là, on est dans ce qu'on appelle processus cognitivo-comportemental. Il y a une menace, mais vous pensez que si vous essayez de fuir, voilà ce qui vous attend. Si vous essayez de riposter, étant donné qu'on n'a pas les mêmes moyens et que vous êtes pris, on va dire, par hasard, vous êtes pris de façon inopportune, par surprise. L'agresseur, lui, savait qu'il allait faire son coup. Donc, de toutes les manières, le rapport de force n'est pas en votre faveur. Donc, il faut essayer d'ajuster votre comportement. Et ce que je voudrais dire par là, c'est qu'il faut annuler toute velléité de défense à ce moment-là. Si seulement on est bien organisé, OK, et de toutes les manières, les ravisseurs ne vont pas s'attaquer à des gens qu'ils pensent déjà qui sont bien organisés, qui sont bien préparés sur le plan défensif. Et la deuxième phase, c'est la phase de séquestration à proprement parler. Et c'est au cours de cette phase qu'il va y avoir ce qu'on appelle un phénomène de déshumanisation où toutes les valeurs sociales et même le passé immédiat de la personne va être renversé par ce phénomène, par cette situation traumatique dans laquelle elle se trouve, et ça va modifier son comportement. La personne se réalise à ce présent moment qu'elle devient l'objet d'échange, qu'elle n'est plus une personne. Donc il y a une relation objectale qui s'établit à ce niveau-là, où le ravisseur lui seul est sujet, et l'otage, lui, il devient un objet. Donc, c'est la chosification même de la personne. Donc, ça fait un impact considérable sur le cerveau de la personne. Et au cours de cette phase aussi, il y a d'autres choses qui vont prendre place. C'est par exemple l'habituation des ravisseurs à leur otage. Et du coup, c'est là qu'il peut se développer un phénomène qu'on appelle le syndrome de Stockholm, où le ravisseur peut développer des fois, d'abord comprendre et développer une certaine sympathie pour alors c'est l'otage qui va comprendre et essayer de développer une certaine sympathie pour son ravisseur. Et deuxièmement, il va y avoir une sorte de sympathie réciproque de la part de l'agresseur. Et troisièmement, l'otage va développer un sentiment de révolte et de colère vis-à-vis de la société, particulièrement l'État, qui, selon lui, n'a pas fait grand-chose pour éviter que cela se produise. Donc voilà les 3 éléments qui expliquent le syndrome de Stockholm. Donc là, on est toujours à la phase de séquestration. La troisième phase, c'est la phase de libération. Ne pensez pas, puisqu'on parle de libération, que là maintenant on est hors de danger. C'est une phase très dangereuse parce qu'au cours de cette phase, tout peut basculer. L'otage peut perdre la vie, dépendamment de la façon dont la libération va se passer. Est-ce qu'il va y avoir intervention policière?
est-ce qu'il va y avoir tout simplement la livraison de la rançon contre la libération de la personne? Comment ça va se passer? Est-ce que les otages vont se mettre d'accord pour un certain montant juste pour pouvoir prendre un peu d'argent? J'ai dit les otages, les ravisseurs, pardon. Est-ce que les ravisseurs vont se mettre d'accord pour accepter un certain montant en vue de la libération de l'otage? Et par la suite, ils vont rétracter, ils vont garder l'otage pour avoir un peu plus d'argent. Et du coup, c'est très, très, très paniquant pour cet otage qui vit une situation et qu'il ne peut même pas décrire parce qu'il ne sait pas pour combien de temps il est là. Et c'est l'étape la plus dure quand on sait que là, ça va être la libération puisqu'il y a une rançon qui a été versée. Et malgré le versement de la rançon, on est toujours gardé en otage, retenu. Donc, c'est très, 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 très déshumanisant, c'est très paniquant et la personne peut tomber dans une situation très, très, très compliquée. Il y a des personnes qui, si elles souffraient de problèmes de santé comme l'hypertension artérielle, le diabète, etc., et qui peuvent avoir des complications de santé. Donc, voilà, tout peut dégénérer à ce niveau-là. Et la quatrième phase, maintenant, et c'est ça qui va nous amener sur tout ce qu'on peut appeler prise en charge, accompagnement, etc., la prise en charge thérapeutique, c'est les séquelles. Ça, c'est la quatrième phase du kidnapping ou de l'enlèvement, c'est les séquelles. Parce que quelle que soit la personne qui a été kidnappée, c'est vrai qu'on n'a pas tous les mêmes ou la même capacité de résilience. Il y a des personnes qui, après leur libération, vont rapidement se réadapter à la vie civile. D'autres vont prendre beaucoup plus de temps. Mais de toutes les manières, peu importe qui vous êtes, après un cas d'enlèvement suivi de séquestration, ce qu'on appelle le kidnapping, il va y avoir quand même une modification de la personnalité de la personne au point que son comportement va être complètement modifié. Pourquoi? C'est parce que c'est un événement traumatique, le kidnapping. Et le traumatisme, ce que c'est un élément intrusif qui, par sa violence, va engendrer dans le cerveau de la personne un dérèglement du fonctionnement naturel habituel. Et du coup, étant donné que les facteurs, alors les affects sont liés aux pensées, ce sont les pensées de la personne qui vont être modifiées. Et donc, il faut une prise en charge précoce, pas dans un but thérapeutique tout de suite, mais ça va être une séance brève pour permettre à la personne d'exprimer ses émotions et lui expliquer tout ce qui peut arriver par la suite, tout ce qui va être les syndromes post-traumatiques, l'état de stress post-traumatique, etc. Et avec l'appui d'un psychologue, etc. Expliquer à la personne, c'est pas la prise en charge thérapeutique tout de suite, mais c'est une brève séance, comme par exemple le débriefing, pour aider la personne à expliquer, à évacuer ses émotions. Voilà. Donc là, je viens d'énumérer les différentes phases et là, on peut avancer. Maintenant, docteur Oristel, merci beaucoup pour cette démarche, si vous voulez, pédagogique pour nous aider à mieux comprendre. Alors, comme me le dit téléspectateur, auditeur peut-être aussi, on aimerait aller à des phases pratiques. C'est vrai que la phase théorique et pédagogique nous est importante également. Donc, pour avoir la chance peut-être de développer beaucoup plus de points. Et on revient à la même question. Donc, comment gérer quelqu'un qui a été enlevé à l'intérieur de sa famille? Mais on peut faire d'une pierre deux coups, et la personne en question, mais aussi et la famille qui a été victime, si vous voulez, de cet enlèvement par le biais et ce membre, évidemment. Comment faire face à cette situation sur le plan, si vous voulez, psychologique ou psychosociologique? Et voilà. Quelqu'un qui a subi un dommage. Donc, je parle du traumatisme, je parle de l'événement traumatique. Donc, la personne a subi un dommage. Et ce dommage peut être psychologique, dépendamment de la violence qu'il y a eu sur la personne, parce que le cas d'enlèvement, c'est déjà de la violence matérialisée. Et même si la personne n'a pas été agressée physiquement, frappée, etc., mais elle a quand même subi des menaces. Et le fait pour elle d'avoir été enlevée, déjà, c'est très, très violent. Donc, ça demande, dans un premier temps, dans le cadre d'une prise en charge, qu'on aide la personne
qu'on l'aide à comprendre ce qui lui est arrivé et, dans un premier temps, à l'accepter. Le plus gros problème, c'est que lorsqu'il vous arrive quelque chose et que vous avez du mal à l'accepter, tant que vous ne l'aurez pas accepté, eh ben, la guérison sera aussi difficile. Il faut d'abord le comprendre, l'accepter. Le comprendre comment? C'est comprendre qu'on vit dans une société, dans une situation, dans un environnement de grande délinquance. Et l'environnement de grande délinquance, c'est ça qu'on appelle les événements chroniques. Il y a les événements aigus et les événements chroniques. L'événement aigu, c'est le kidnapping lui-même, quand la personne est kidnappée. Donc, c'est un événement aigu. La souffrance, elle est aiguë, elle est palpable au niveau de la famille et au plus profond même de la personne elle-même. Et ça devient un événement chronique. C'est comme on le connaît en Haïti, on est dans un environnement de grande violence, de grande délinquance, avec particulièrement ce phénomène de kidnapping. Donc, il faut aider la personne à comprendre que ce qui lui arrive, ça pourrait arriver à plein d'autres personnes et que ça n'arrive pas qu'à elle ou ça n'arrive pas qu'à lui. Donc, étant donné qu'on est dans cette société, donc tout le monde peut être victime à un moment donné. Aujourd'hui, ça a été vous, c'est pas parce que vous êtes malchanceuse, ou bien c'est pas parce que vous êtes malchanceux. Il faut pas essayer de développer ce qu'on appelle une forme de croyance. Exactement, et une forme de croyance militante, je dis militante, pardon, de croyance limitante. Ça veut dire oui, c'est parce que c'est moi, c'est parce que je n'ai jamais de chance dans cette vie, j'ai toujours été malchanceux, et patati patata. Dès que vous commencez à développer cette forme de croyance limitante, eh bien, la guérison aussi, ça va être très, très, très difficile. Donc, il faut d'abord accepter ce qui vous est arrivé comme étant un fait, c'est déjà fait. De toutes les manières, il faut l'accepter parce qu'il n'y a pas d'autre moyen, c'est déjà fait. Un fait, c'est un fait. Donc, il faut l'accepter, il faut l'admettre. Maintenant, pour la famille, comment est-ce que la famille, docteur Owister, comment est-ce que la famille devrait donc vivre avec ce qui s'est passé? Vous avez eu votre fils, votre fille, donc votre femme, votre mari, donc qui a été enlevé et tout peut se passer, peut-être dans certains cas, tout s'est passé. Maintenant, comment inviter la famille à accepter, mais aussi à vivre avec ça, parce qu'il n'y a pas que la personne peut se trouver face à une situation où elle a connu une amélioration, une modification aussi au niveau de sa personnalité, mais la famille au sein de laquelle va vivre cette personne, comment elle doit donc faire face à cela? Vous savez que ce n'est pas quelque chose de mécanique. Quand vous face à une telle situation, on a des sentiments un peu mélangés. L'angoisse, la frustration, la colère, mais aussi la révolte. Il y a tout ça. Il y a un mélange de sentiments qu'on ne peut pas tout d'un coup évacuer. C'est pas possible. Le plus important, c'est d'aider la famille à comprendre ce qui s'est passé, à l'accepter, puisque c'est fait, on n'a pas le choix que de l'accepter. Et deuxièmement, et pendant la période de séquestration, à adopter un comportement plus ou moins rassurant pour l'otage, surtout quand on lui parle. Il ne faut pas lui montrer qu'on est paniqué, qu'on est affolé. Il faut être rassurant pour lui dire « pas de souci, on va faire tout ce qui dépend de nous pour vous sortir de là, on va vous en sortir, ne vous en faites pas. Donc, on s'organise, on va vous en sortir. » Donc, restez calme, soyez fort, soyez positif, ça va aller. Ou bien, reste calme, sois fort, sois positif, ça va aller. Donc, on s'organise de toutes les manières. On ne t'oublie pas, on est avec toi, tu n'es pas seul. Donc, ne t'en fais pas. Ça aurait pu être pire. Bon, heureusement, qu'on t'entend là maintenant, ça veut dire que tu es en vie et que si tu n'es pas maltraité, tant mieux, mais on va te sortir de là. Donc, c'est ce genre de discours qu'on doit avoir. Il ne faut pas tout de suite verser des larmes quand on l'entend au téléphone. C'est le comportement à éviter. Il ne faut pas faire ça parce que ça va paniquer la personne un peu plus. Ça va la mettre dans une situation beaucoup plus difficile parce que là, elle va perdre confiance. C'est très important. Il faut garder la personne il faut essayer d'aider la personne à gérer cette situation qui est très difficilement gérable. Et maintenant, par la suite, c'est l'accompagnement de la famille. Et de toutes les manières,
l'action directe sur la victime, ça a aussi un impact sur la famille. Parce que quand une victime souffre, c'est tout son entourage qui souffre. C'est pour ça qu'il faut aider la famille à comprendre les divers comportements de la personne, des comportements inhabituels, et ne pas la bousculer pour lui dire non, t'es trop lâche, non, patati patata. Non, il faut comprendre, il faut faire un travail sérieux au niveau de l'environnement pour comprendre les diverses réactions de la personne, ce qu'on pourrait appeler d'un point de vue psychosocial des réactions de situation, puisque suite à ce qui s'est passé, la personne va avoir des réactions qu'elle n'avait pas avant, des comportements qu'elle n'avait pas avant. C'est comme par exemple quelqu'un qui s'est fait renverser en traversant la rue et qui s'est fait renverser par une voiture. Et la prochaine fois qu'elle va traverser la rue, elle va prendre beaucoup plus de temps pour bien observer des deux côtés, est-ce qu'il n'y a pas de voiture qui arrive ou des motards et patati et patata, parce que là, maintenant, il lui est arrivé quelque chose. Comme on dit, exactement, une expérience douloureuse enseigne la prudence. C'est une forme de prudence, mais qu'on le veuille ou non, il y a une modification du comportement. Et ça, la famille doit pouvoir le comprendre pour ne pas chahuter la personne, pour ne pas se moquer d'elle, pour ne pas lui dire qu'elle n'est pas assez solide, qu'elle n'est pas assez costaud. Il faut être brave. Non, il faut essayer de le comprendre ou bien de la comprendre et lui donner des conseils que, voilà, ça va aller, ça va prendre du temps. On n'oublie jamais rien, il y a un problème. on vit avec, docteur. Maintenant, à côté de la famille, il y a la société. Aujourd'hui, le kidnapping, le phénomène, donc, est si fréquent dans la société haïtienne, donc fréquent, le mot on peut le prendre au propre et au figuré. Je comprends que chaque personne qui sort, qui laisse sa maison, donc sans qu'elle ait un potentiel, mais une potentielle enlevée, une potentielle et kidnappée. Je comprends qu'il y a un citoyen qui a un texte qui dit qu'aujourd'hui, les gens ne peuvent, ou bien n'ont qu'à se mettre auprès de la rue, au bord de la rue, pour dire peut-être aux ravisseurs, me voici, enlève-moi ou bien enlevez-moi. Donc je vaux bien ma personnalité pour ce que j'ai fait comme expérience. Voici mon prix, voici ce que je peux donner, etc. C'est comme ça que doit devenir une situation, bien un acte non seulement personnel, mais aussi pratique, automatique. Vous sortez, vous vous placez au bord de la rue, attendant que quelqu'un vienne vous enlever. C'est pour vous dire autant de chocs, de dégâts que cela crée. Maintenant, au niveau social, que doit faire un citoyen, que doit faire une citoyenne face à cette situation où chacun pense être déjà un kidnappé ou une kidnappée, une personne enlevée, donc voilà, un otage entre les mains des bandits, donc des criminels. Vous savez quoi, peut-être au risque de vous décevoir. Et pas vraiment. Pour le citoyen, dans une situation, voilà, pour un citoyen ou une citoyenne, dans une situation comme telle, très sincèrement, on va conseiller la prudence. Mais comment être prudent quand on sait qu'on peut se faire kidnapper même à l'intérieur de sa maison? Comment être prudent quand on sait qu'on peut se faire kidnapper dans son propre cabinet, dans son propre travail, à l'intérieur d'une église? La prudence est de mise, oui, mais est-ce que ça sert à quelque chose encore aujourd'hui? Non. Ça va nous amener à ce qu'on appelle la criminologie de la réaction sociale. Ça veut dire, dans ces genres de situations, il faut comprendre que la délinquance n'est pas une qualité spécifique d'une personne, mais surtout une conséquence de l'application de normes ou de sanctions à une transgression. Ça veut dire qu'il faut faire l'analyse sociologique des mécanismes de la réaction sociale. Je vais vous expliquer ce que c'est. L'analyse sociologique des mécanismes de la réaction sociale, c'est surtout tenir compte déjà de l'élaboration, il faut considérer tout le paquet, ça veut dire depuis l'élaboration des textes de loi pénale jusqu'à l'application des sanctions pénales en passant par le fonctionnement de la police, des parquets, des tribunaux, mais aussi de la réaction des membres de la famille ou de la victime elle-même et des médias. Si vous me le permettez, docteur Auristel, si vous nous le permettez, on aimerait voir avec vous le côté criminogène ou criminologique de l'affaire, mais j'aimerais vous poser une petite question avant d'observer la pause. Est-ce que vous ne pensez pas un jour, ou bien à cause d'une expérience, que, tant qu'on dit en créole, on joue pour chasseur, on joue pour gibier. Gibier, lui-même, est capable de remplacer chasseur, et que quelqu'un qui a été enlevé peut avoir tellement de colère au point qu'elle peut procéder à des représailles, cette personne-là, qu'elle peut, si vous voulez,
poser des actes, des actions, encore à cause de ce traumatisme. Voilà cette question avec laquelle on va mettre fin à la première partie de l'émission, suite à votre réaction, évidemment. Malheureusement, vous ne m'avez pas laissé le temps d'expliquer ce que je voulais expliquer. Bon, j'espère qu'on pourra y revenir. De toutes les on y reviendra de toutes les manières parce qu'on ne peut pas aborder la question sans considérer, sans faire une analyse sociologique des mécanismes de la réaction sociale. Parce que pourquoi ? C'est que ce n'est pas la délinquance qui crée l'ordre social, mais c'est l'ordre social qui crée la délinquance. OK ? Donc, pour revenir à votre question, oui, c'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai parlé de réaction, de révolte, de colère vis-à-vis des responsables qui n'auraient pas dû laisser tout cela se produire dans une société. Oui, il y a des gens qui, suite à un acte aussi barbare, peut devenir lui-même criminel parce qu'il a une certaine rage, un certain sentiment de révolte, de colère vis-à-vis des responsables. Mais il ne va pas s'en prendre surtout à des personnes, on va dire à de simples citoyens. Peut-être qu'il va s'en prendre à des représentants ou à des agents de l'État, à des policiers, etc. Il va peut-être essayer d'exprimer sa haine, sa colère. C'est même pas la haine, mais c'est surtout sa colère et son sentiment de révolte. Et c'est ça, et sa déception, c'est ça, parce qu'il a été déçu, parce qu'il ne pensait pas que l'État pouvait laisser une situation se dégénérer à un tel niveau. Donc c'est ça, et parce que déjà il y a le sentiment il ne va plus avoir de confiance en l'État, et deuxièmement, dans un premier temps, quelqu'un qui pensait qu'il y avait une certaine humanité chez les gens, il va dire waouh, mais c'est à ce point que les gens peuvent être inhumains. Et là, lui, il va dire mais de toutes les manières, il faut faire payer. Il faut faire payer à quelqu'un parce que très sincèrement, là maintenant, je suis en colère. Je ne veux plus voir la police, je ne veux plus voir des agents de l'État parce que c'est des gens qui ne foutent rien du tout et ils consomment l'argent des contribuables, mais ils ne font rien avec et patati et patata, ils ne donnent pas service à la société. Donc, il devient comme une sorte de rebelle et du coup, il va faire fi des normes sociales parce que tout simplement, il se rend compte que l'État ou les institutions étatiques ne servent plus à rien. Merci beaucoup, professeur Oristel Hippolyte, psychologue social et criminologue. Certainement, au cours de la seconde tranche de l'émission, on reviendra sur les aspects criminologiques, s'il le faut, du phénomène du kidnapping. Certainement, ce que vous avez gardé en réserve pour nous, on en parlera au cours de la seconde tranche de l'émission. Madame, Monsieur, vous suivez la rubrique Le Point où nous recevons le docteur Oristel Hippolyte pour parler du phénomène du kidnapping. C'est le temps de la pause. Dans un instant, nous reviendrons. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Accordia Shipping et Lisa Lotto. Bonjour, bonsoir à vous tous et à vous toutes. Bienvenue à la seconde tranche de la rubrique Le Point de Métropole. Votre invité, c'est le docteur Oristel Hippolyte, psychologue social, criminologue, avec qui nous essayons de comprendre le phénomène du kidnapping en Haïti. Donc, pour l'éradiquer, comme nous l'avons dit, il faut le comprendre. Bonjour et bonsoir à vous, docteur Oristel Hippolyte. Rebonjour, Jean-Jules Desaugustes. Et effectivement, nous devons continuer parce que malheureusement, nous n'avons pas beaucoup de temps pour expliquer et essayer de dire tout ce qu'il y a à dire sur ce phénomène. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui en parlent. Il y a beaucoup de travaux qui ont été réalisés. Aussi, il y a des gens qui écrivent sur ça. Et vous-même avez déjà reçu d'autres intervenants sur la même question. Et on va quand même essayer d'apporter notre petit grain de sel pour voir si on peut faire avancer la cause. Maintenant, voilà. Où faut maintenant pour nous comprendre, c'est le faux sur le plan non seulement criminologique, mais psychosociologique, bien psychosocial, le phénomène. On t'a parlé, non, de l'implication d'abord, ou bien de la non-implication de l'État dans ce phénomène, ce qui pourrait donc changer, ou bien causer un changement énorme chez le citoyen, le corps social notamment. Exactement. Il y a une bagaille qui est important pour nous connaître, c'est que d'un point de vue psychosocial, tout citoyen a besoin de gagner une certaine confiance dans le monde qui dirige.
pour qu'on ait que, OK, même si on bagaille qui arrive, même qu'on ait une réaction sociale qui suivre, et du coup, ça n'a pas été comme ça. Par exemple, l'heure où on passe dans une zone où il y a plusieurs, que ça nous les checkpoints, donc points de contrôle de la police, où il y a des points de contrôle, bon, il y a des gens qui s'énervent. Il y a des gens qui sont énervés, mais il y a des gens qui sont rassurés et ça doit rassurer si c'est effectivement de vrais policiers. Et c'est là le hic en Haïti, c'est qu'aujourd'hui, vous arrivez dans une zone où on point de contrôle, vous pensez que c'est la police et pourtant c'est des kidnappeurs. Et c'est ça qui compliquait aussi le travail de la police là, parce que la population déjà a perdu confiance dans l'institution, dans la police particulièrement, pour plusieurs raisons, parce que nous connaissons des éléments de la police qui démêchent avec des gangs, mais deuxième raison, c'est que des fois, maringouin a volé pas connaît qui sac mal, qui sac femelle. Donc on pas connaître est-ce que c'est bon policier, est-ce que c'est faux policier. Donc ça c'est un problème grave qui fait que moun yo pas en confiance. Comme on parle de nos citoyens, quel que soit psychologue côté quel que soit sortez capable balle comme argument pour le rester correct, pour ne pas paniquer le non-société côté que le connaît, ça va d'un coup de chance, s'il sortit, il rentre la caille. Ou même en tant que psychologue, de toutes les manières, ou encore humain, ou toujours humain de toute façon. Donc, lorsqu'on est dans la société, ou pas une personne qui a compté sous lui, donc finalement, de structure qui pourrait rassurer, il fait que les difficiles pour être confiant, même si au fond travail sur vous pour gérer stress ou pour gérer situation, pour dire bon, ou pas arrêter enfermé, ou doit fonctionner quand même, ou doit circuler quand même, ou essayer d'adopter un comportement extrêmement vigilant pour le moindre geste, comment on est capable de faire pour esquiver, soit arriver dans une situation où il y a un petit embouteillage, ou ralentissement, ou retirer tête ou faire demi-tour, etc. Des zones qu'on peut éviter ou éviter. Et puis essayer de comprendre, parce que pour combattre un bagaille, il faut connaître comment le fait. Qui côté le fait, qui est-ce qui fait, et pour qui ça le fait. Le problème, c'est que kidnapping en Haïti, généralement, les cas d'enlèvement, preneurs d'otages, ils jouent parce qu'ils ont une revendication. Mais en Haïti, kidnapping, non, ce n'est pas pour exprimer un sentiment de colère ou quoi que ce soit, ou bien pour faire passer une revendication. C'est une sorte de business que lié. Donc, c'est un business qui est très lucratif et qui est très juteux. Donc, en pile, on rentre là-dedans. Il faut que nous ne comprenions pas que c'est nous et Axamio, c'est eux-mêmes qui kidnappent, c'est des agents dans la majorité des cas. Donc, ça veut dire que la vie complexe. Maintenant, pour rassurer la population qui sont dans le besoin de faire, il faut que l'État lui-même soit capable de jouer un rôle. Parce que qui s'est passé? Dans toute société, il y a une délinquance. Nous ne pouvons pas éradiquer la délinquance. Nous sommes capables de combattre la délinquance, qui sont fléaux. Nous sommes capables peut-être éradiquer le kidnapping dans un pays. Oui, éradiquer le kidnapping, mais pas la délinquance. Mais comment on va faire pour éradiquer le kidnapping? Premièrement, ça prend une volonté politique. Parce que pour qui ça? Dès qu'on connaît le mode opératoire, bandit, ça veut dire que déjà, on commence à gagner solution problème. On connaît le mode opératoire. Deuxièmement, on connaît qui côté yo yé. Troisièmement, yo présent sur les réseaux sociaux, yo présent dans les médias. Donc, si on a une volonté politique, eh ben, de toutes les manières, même lorsque nous a dit nous pas éradiquer le coup, mais au moins nous sommes capables de retourner, mettre devant scène, ça nous relaie et la peur de la menace de la peine. Et pour que ça fait, moun yo continuer sur la mauvaise voie, c'est la disparition de cette peur. La peur de la menace de la peine. Et c'est ça qui est toute question. Et la peur de la menace de la peine, ça qui fait peur, ça n'est pas là encore. Il disparaît, eh bien, c'est dysfonctionnement qui existait dans le système de justice criminelle noire, en passant par la police, les parquets, les tribunaux, etc., au plus haut niveau de l'État. Donc, puisque on y a là une société, côté que c'est l'impunité qui régnait, donc l'impunité crée l'accoutumance. Parce que psychologie, tout assassin, dans psychologie, tout assassin qui s'est passé, il commet un premier acte. Et cet acte n'est pas suivi de sanction. Il va en commettre un deuxième. Et il n'y aura toujours pas de sanction. Et finalement, il va tomber dans l'accoutumance. Parce qu'il y a une impunité. C'est pour ça que si vous voulez résoudre un problème de criminalité, il faut toujours taper vite
juste, ok, et de façon la plus sévère selon la loi mandée. Donc, là, nous voulons éradiquer un phénomène, même lorsque nous critiquons dans la presse, nous disons tout ça, nous voulons nous faire des associations, etc. Mais ça prend une décision au plus haut niveau de l'État. Maintenant, deuxièmement, l'État lui-même, pour le réagir, oui. Non, pour l'État réagir, il a besoin d'une pression sous lui. Il a besoin d'une pression sous lui. Mais si on comprend une pression, c'est par exemple toujours proposer pour remplacer ça là en l'autre équipe, c'est pas ça de pression. Pression, c'est mettre nous ensemble autour d'un problème, nous cibler le problème ça, et là nous disons mettre pression sur l'État sous problème là. Et là nous mettons bon genre pression sur lui net, nous ne pas jamais faire rien à partir de ce moment nous disons bon ok, puisque là on montre qu'on n'est pas capable de retirer corps pour nous mettre chercher mettre monde qui est capable. Maintenant, c'est comme ça, c'est pas d'abord voilà. Maintenant docteur Oristel, allez-y. Il y a un article que nous avons lu sur le Mexique, des zones du Mexique, où les familles des personnes kidnappées kidnappent les familles des kidnappeurs. Si rien n'est fait face à ce phénomène que Haïti a vécu aujourd'hui, notamment la région métropolitaine de Port-au-Prince, est-ce qu'on va penser qu'un jour, sur le plan psychosocial, sociologique notamment, que nous arrivons dans une phase où nous vivons la même situation, où les familles des personnes kidnappées kidnappent les familles ou les membres des familles des kidnappeurs. Parce que tu as dit, donc nous tous dit que nous cherchons à c'est une très belle question. Exactement, c'est une très belle question. Ça, nous avons posé à deux niveaux. Dans un premier niveau, les kidnappeurs eux-mêmes, qui sont pour la plupart des agents, et généralement, il n'est pas toujours facile pour jouer une famille. Des fois, c'est des nègres, famille, pas bon côté, pas même monde qui côté sorti, famille. C'est des gens qui vivent dans des situations, des fois, et que la vie n'a pas gâté. Et c'est des gens qui ont été victimes eux-mêmes aussi, des fois, de la société, qui battent l'école, ou bien, et qui étaient dans la misère, et puis qui ont un kidnapping, ils ont une opportunité pour posséder l'argent, etc. Posséder des ménages, tout ça là-dedans. Cependant, si nous faisons un travail sérieux, pour aller chercher qu'on est le comment, ou bien le pourquoi du comment, et deuxièmement, qui tire les ficelles. Soit chercher qu'on est, si nous faisons une enquête dans le niveau société, nous menons des enquêtes approfondies pour nous connaître qui est-ce qui a tiré les ficelles. Et là, nous réussissons à identifier les marionnettistes, et là, maintenant, nous sommes capables d'attaquer nous aux marionnettistes, pas aux marionnettes. Parce que des fois, c'est difficile pour joindre famille marionnette. Mais les marionnettistes font travail pour identifier qui est-ce qui marionnettiste, c'est-à-dire qui est-ce qui a tiré ficelle derrière, qui est-ce qui chef kidnapping, qui est-ce qui a baillé aux âmes, qui est-ce qui a alimenté, et qui est-ce l'agence a joué beau comme ça à demander à eux. Donc, à partir de ce moment-là, si nous sommes société vraie, si nous ne sommes pas totalement zombifiés, nous sommes capables de faire une réaction pour remplacer la réaction sociale classique, naturelle, normale, qui c'est l'État qui t'a organisé pour donner une réponse à problème de délinquance qui posait dans la société, mais qui n'a pas fait travail. Et à ce moment-là, c'est la société elle-même qui va s'organiser pour organiser sa défense, qui va s'organiser, et permettez-moi de deux mots, qui va s'organiser pour organiser sa défense. Donc là, capable d'une réplique, effectivement. Mais réplique là, c'est faut viser les marionnettistes. Parce que si vous visez les marionnettistes, c'est comme pour le monde qui fait formation en pompier. Leur feu, ou besoin de circonscrire, ou pas voyer, et c'est pas flamme non à chercher item. C'est base du feu là, c'est côté du feu là pour couper. C'est là pour sur mon extincteur, c'est pas en l'air pour voyer, c'est côté du feu là. C'est peut-être couleur là, c'est pas que couleur là. C'est exactement. Maintenant, il ne faut pas aller sur les conséquences, il faut aller chercher les causes et à partir de ce moment-là, s'attaquer aux causes. Maintenant, docteur Oristel, nous connaissons en Haïti, malheureusement, il y a une justice expéditive lorsque la justice haïtienne se révèle incapable, si elle ne l'a jamais été ou si elle ne l'a été toujours. Donc, lorsqu'il est exprimé incapacité ouvertement, constamment, la société haïtienne qu'on passé à s'améliorer à justice expéditive là. Donc chaque monde gère le dossier aux gens reconnaît. Donc dans certaines circonstances
kidnappeurs, ils vont dire, OK, c'est moi-même qui ai enlevé un tel, comme on peut dire, c'est en business, c'est en commerce. Il est dans telle zone, il est avec moi, enlevé lui, parce qu'il n'est pas de bon, s'il n'est pas de bon, ça. Est-ce qu'on pense que tout, société, est capable d'arriver, ou bien qu'arriver, dans le niveau côté que, on dit que nous pourrons agir parce que l'État n'est pas capable de faire rien pour passer dans sa justice expéditive là. Donc chaque coucou il est rouge, donc chaque couteau gratter manche c'est le faux, même si le problème a dit que couteau pas gratter manche. Et nous pourrons faire un petit jeu de mots. Si par exemple c'est le mal qui transforme en bien, eh bien qu'on y a là, faut que bien lui-même les font façon si le besoin existait pour le faire disparaître mal là. Et pour que sa société a arrivé mettre sous pied, ça nous relève un système de justice. C'est effectivement pour te mettre de côté justice expéditive là lorsque c'est la population elle-même qui se fait justice. Parce que la société a ouais que ça n'a pas qu'à continuer comme ça. Parce que nous prenons non escalade de la violence. Donc, il a institué appareil ça, je dis à que nous relève la justice. Mais si on y a là, c'est parce que justice expéditive là, nous pas de vérité la donne. Nous aller dans notre démarche beaucoup plus classique, nous capables de dire beaucoup plus humaine, nous instituer la justice pour rendre justice au nom de la société, parce que nous parlons que la société a lui-même va être la justice. Si nous y vont côté qu'on y a là, justice ça que nous mettons pour lui-même régler cause dans nos sociétés, il pas fait travail. À partir de ce moment, nous arrivons dans un moment côté société, il récupère les affaires encore. Parce que le bon, il pour agir non non. Et je dis, on pas fait un non non, qui ça fait lui-même qu'on y a là, il passe à l'action, il récupère. Qu'on y a, ou même pour reprendre encore fort, pour faire des actions concrètes qui montrent à la société que qu'on y a là, on travaille pour lui, et qu'on y a là, on fait confiance, et côté bras pas arriver, ou même bras pour aller là. Donc c'est tout simplement ça. Ça, son bagage complètement classique, c'est complètement élémentaire. Mais pour nous finir, docteur, nous pas souhaité arriver là. Pour nous finir, donc selon oui, nous pas souhaité arriver là parce que en 1986, nous qui ça débat et la justice expéditive. Et si nous retombons là aujourd'hui là, bagage la pral raide. Nous pas souhaité arriver là. Mais Jean moi ça pral là. Franchement, le risque est là. Le risque est vraiment là, est réellement là. C'est exactement ça que je dire, c'est ce point que ça n'a fait. Le risque est réellement là. Oui, c'est exactement ça que je souligner avec vous, et même c'est sous ça n'a fini, parce que pendant on dit que faut que la justice haïtienne qui s'est organisée là, structure créée encore par la société pour nous éviter justice expéditive là, semblait lui pour envoyer des signaux clairs à la société qu'il y a à la hauteur de responsabilité. Surtout, nous pas songer, nous gagnons en fait un cas de kidnapping réel côté que la justice haïtienne de manière générale, mais la police qui s'est bras armés de la justice, côté tendez te gain, ils descend des lieux qui fait, ils prend kidnappeur, kidnappé, c'est-à-dire côté que ils détruit vraiment une grande organisation criminelle dans ce sens-là. Donc, on a parlé d'un exemple fort que la société a et pas gagné, c'est-à-dire en ce sens-là, comme l'avait dit le président français après une conversation avec le président russe, le pire est à venir peut-être ou malheureusement. Si rien n'est fait, effectivement, on peut espérer le pire, malheureusement. Mais avant de finir, que je souhaité dire, c'est quelques petits conseils que je remercie à tout le monde. Parce que là, au kidnappé ou en état de panique, il y a des conseils qui sont importants pour nous connaître comment pour ajuster comportement leur situation d'otage ou de captivité. Premier bagage pour faire, c'est réprimer en urgence toute réaction naturelle la caille. Dès qu'on est en situation de kidnapping, elle me dit réprimer en urgence toute situation naturelle, ça veut dire des emportements, colère ou bien réactions violentes, etc. Parce que connaît que dès qu'on est aux machines croisées devant, c'est kidnapper, il y aura les âmes, il est en rendre compte que le rapport de force là, il n'est pas en faveur. Bon, si vous êtes capable même de faire, Jean, ouais, nègre qu'on fait l'air du police, levez les mains. Bah, comme ça, mais si vous êtes capable de faire même genre tout, dès qu'on est nègre, et puis vous juste faire 2 gestes ou lever les mains, et puis vous quittez ou aller avec vous, parce que de toutes les manières, quelle que soit la réaction fait, il est capable de fatal pour vous. Donc, et l'heure où arrivez,
essayer font façon pour annuler, ça me dit, toute velléité de défense, parce qu'on n'a pas de moyen qu'à défendre tête ou en vrai, c'est adopter un comportement qui est beaucoup plus, on a dit, coopérant, et puis mettre au cool, parce que de toutes les manières, ça va le faire, réaction à faire, il ne va pas faire rien contre tout. On n'a pas besoin ni abjurer Mounio, ni chercher rien, parce que le rapport de force a déjà contrôle pas en faveur. Et puis pour le moral, il y a une chose qu'on est capable de faire, c'est essayer, comment on est capable des fois et penser à demain, parce que de toutes les manières, on va bien pour sortir quand même. Et puis, pas oublier tête ou non, mais pas tellement été misé sous valeur sociale ou sous toute dimension peut-être sociopolitique qu'on gagne dans la société, parce que ça va faire plus mal, on va dire, regardez qu'on a tout dans monnaie d'échange. Effectivement, c'est ça, il est vrai. Mais dit que, ou non situation, côté n'importe l'autre monde qui est capable de retrouver, ça qui est important pour vous, c'est coopérer de manière à ce que vous sortiez de là au plus vite et que vous sortiez intact. Merci. Bien que vous sortiez intact physiquement, mais pas psychologiquement. Ou pas sortir intact psychologiquement. Et deuxième bagaille, dès que vous avez fini kidnapper, c'est important leur sortie pour gagner une séance, brève séance avec un psychologue qui peut permettre que vous capable d'exprimer émotion et pour bord des conseils sous quelques bagailles qui sont capables de paraître la caillou, des éléments de stress post-traumatique et capables de conseiller par la suite pour gagner un suivi psychologique, pour aider qu'on vive avec eux, parce qu'on n'oublie jamais rien, mais on vit avec. Merci. Donc ça, c'est très important, parce qu'après un kidnapping ou pas prêter indemne, le comportement a changé quand même. Merci pour tous ces conseils, et ceci, c'est en attendant que la justice naturelle, classique ou conventionnelle reprenne ses droits, parce qu'il n'y a pas de société sans loi. Donc, ni de loi sans société. Merci infiniment de votre disponibilité. Et Dr Auristel Hippolyte, nous vous rappelons que vous êtes psychologue social et criminologue. Merci de ce partage fait avec nous ce matin. Merci à vous et merci à tous les auditeurs et internautes qui nous suivent un peu partout dans le monde. Merci beaucoup à vous tous et à vous toutes, madame, monsieur, d'avoir suivi la rubrique Le Point d'aujourd'hui. Donc, votre invité a été le docteur Auristel Hippolyte, psychologue social et criminologue. Je suis Jean-Jules Desaugustes et à bientôt. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Accordia Shipping et Lisa Lotto.